On va poursuivre sur ce mode immobilier en regardant si c'est le moment. Il va peut-être falloir se financer et tout ça. Mais oui, c'est le moment d'acheter. On l'avait dit en fin d'année, on le dit en début d'année. À Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Pour vous, financer.com. Voilà, si on prend si on choisit de faire confiance à tous ces chiffres que Marie nous a donnés, c'est peut-être le moment de venir sur le marché et donc de se financer. C'est une bonne année, selon vous, 2016 pour investir et par exemple dans le neuf aussi parce que c'est ce qui peut soutenir et l'immobilier et aussi l'emploi. Tout à fait. Donc le dispositif Pinel a été reconduit pour 2016. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent investir dans le neuf. En plus, comme le PTZ va venir renforcer aussi la demande des primo-accédants dans le neuf, on pourrait avoir une hausse de l'offre et de la construction. Donc ça pourrait également aussi inciter les investisseurs à revenir sur le marché. Et surtout, les taux sont bas. Donc les taux vont rester bas sur l'ensemble de l'année 2016. Donc là aussi, on pense à tort que quand les taux sont bas, c'est pas forcément avantageux d'investir parce qu'on peut moins défiscaliser d'intérêts. Mais au contraire, ça permet d'avoir un effort d'épargne plus faible ou une enveloppe de financement plus importante. Si on veut investir pour les prochains mois, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser au mieux son financement? Est-ce qu'il faut tout emprunter? Est-ce qu'au contraire, il faut arriver avec un apport parce que ça va encore plus favoriser notre dossier? Est-ce qu'il faut taper très court ou au contraire bénéficier de ces taux bas pour avoir une grande allonge et partir sur un très long prêt? Comment est-ce que vous pilotez un petit peu les dossiers que vous concoctez désormais chez vous financés? Alors en effet, il y a vraiment un arbitrage à faire entre l'apport et la durée du prêt, puisque plus on met un apport élevé et moins le taux de rendement va être avantageux. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre un apport qui va être minimum, soit rien du tout, soit juste les frais de notaire, qui sont assez faibles dans le neuf, mais là, ça va poser le problème de trouver les banques pour financer, puisqu'aujourd'hui, on sait que les banques sont plutôt attirées par les primo-accédants, les secondo-accédants, les profils qu'elles vont pouvoir équiper. Donc sur les investisseurs, mieux vaut quand même avoir un petit apport, et sur les durées du prêt, évidemment, plus la durée va être longue, et plus ça va permettre de diminuer l'effort d'épargne. L'effort d'épargne, c'est la différence entre la mensualité de crédit versé et les loyers touchés. Donc le but, ça va être d'avoir un effort d'épargne pas élevé et d'avoir une déduction des intérêts d'emprunt plus élevée lorsqu'on fait des durées longues. Donc c'est vraiment un arbitrage à faire entre apport et durée de prêt, avec aussi la nécessité de trouver des banques pour se financer, puisque les banques préfèrent quand même les primo-accédants. On va revenir un peu sur l'ambiance bancaire en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Là, on a parlé apport, durée de prêt. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous avez envie de porter ce matin? Oui, alors quand on veut faire un investissement locatif, il peut être intéressant de négocier l'absence de pénalité de remboursement anticipé, parce qu'on part du principe qu'on va revendre au bout de 9 ans ou 12 ans. Donc le mieux... Et on rappelle qu'il y a quand même un gros delta entre les durées des prêts qu'on signe tous, entre guillemets, chez le banquier et la durée effective du prêt. Tout à fait, vous allez emprunter sur 20 ou 25 ans dans l'idéal et revendre forcément au bout de 6, 9 ou 12 ans dans le cadre du Pinel. Donc le mieux, c'est de ne pas avoir d'indemnité de remboursement anticipé. Et pour tous ceux qui ont un petit peu des craintes, comment je vais faire au début si je ne touche pas les loyers la première année, on peut demander un différé de mensualité sur les 12 premiers mois après la livraison. C'est-à-dire qu'au début, vous avez votre bien qui est loué ou ne l'est pas, mais vous ne versez pas encore les mensualités. Donc l'effort d'épargne est limité. Et si vous avez déjà un locataire, vous pouvez vous constituer un petit coussin d'épargne grâce au loyer rentré qui vous servira plus tard s'il y a une vacance. Donc ça, c'est des petits trucs pour investir en toute sécurité. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous interroger notamment sur ce Pinel. On y répondra aussi tout à l'heure avec Blandine Blandurand. Ce sera en toute fin d'émission. Vous avez évoqué tout à l'heure les banques. Quelle est l'ambiance en ce moment justement? Comment est-ce que les banques se positionnent vis-à-vis de ces investisseurs, de ces revenants entre guillemets qui viennent soutenir le marché et qui ont besoin de ces financements? Alors en effet, elles se sont un petit peu détendues grâce au Pinel qui est quand même un dispositif qui a fait ses preuves, un dispositif efficace. Ça a également redonné confiance aux banques, mais c'est vrai qu'elles sont un peu limitées. Elles ne souhaitent pas vraiment prêter sur plus de 20 ans et sans apport. Or, c'est pas le montage le plus efficace pour les investisseurs. Donc soit on peut s'adresser à sa propre banque, mais ce ne sera pas toujours la meilleure solution. Soit on peut s'adresser à un courtier. Non, soit on a des banques spécialisées. Laissez-la faire ça. Soit on a des banques spécialisées qui permettent de faire des montages avantageux sur 25 ans sans apport ou en in fine. Voilà. Mais sinon, il faut savoir que la plupart des banques ne sont pas très enclines à financer les investisseurs et vont parfois faire des taux qui sont supérieurs de l'ordre de 0,10 ou 0,20 points pour les investisseurs. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment trouver le conseiller dans l'agence ou
ou la banque qui se sent à l'aise avec le Pinel, avec l'investissement locatif. Voilà, il faut trouver la banque qui va être appétente pour ce type de financement. Et il va falloir aussi montrer patte blanche quand on est un investisseur, montrer qu'on va pouvoir peut-être domicilier ses revenus ou au moins un des deux et pas seulement les loyers, montrer qu'on va pouvoir prendre parfois des assurances complémentaires. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut aussi la défendre son dossier pour avoir des bons taux et un financement. Parce que là, Sandrine, on en parlait à la fin de l'année 2015 ensemble. Là, a priori, les banques, elles recherchent vachement plus les primo-accédants. Et d'ailleurs, il y a eu une espèce d'effet d'attente ces derniers mois, puisqu'on avait annoncé l'extension du PTZ pour le 1er janvier 2016. Et du coup, c'est ça, c'est-à-dire que là, elles ont travaillé, elles se sont retenues. Et puis alors là, ça va être la chasse. Tout à fait. Sur la fin d'année 2015, on a eu un effet d'attentiste de la part des primo-accédants qui attendaient le nouveau PTZ. Et à l'inverse, on a eu tous les ventes de Pinel qui se sont conclues. Là, en fin d'année, chez vousfinancer.com, les ventes d'investisseurs, les financements, c'est 15% des demandes de prêt. Et les primo-accédants, 30 à 35%. Donc on voit bien ce retour des investisseurs sur la fin de l'année. Et là, on espère un retour des primo-accédants. Ouais, donc là, finalement, c'est plus l'heure des primo-accédants plutôt que des investisseurs. Mais c'est maintenant qu'il faut préparer son investissement pour défiscaliser sur l'année prochaine. N'empêche qu'on est dans un dispositif quand on parle de ce Pinel, c'est-à-dire qu'il y a énormément de calculs à prendre en compte. Comment est-ce que on doit l'aborder finalement, ce dispositif? Comment se poser les bonnes questions entre l'emprunt qu'on peut faire, les loyers qu'on peut espérer, le prix qu'on doit... Comment est-ce qu'on fait le cocktail finalement? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Oui, je pense que tout le monde a envie de réduire ses impôts, mais on ne se rend pas compte de l'effort d'épargne que ça peut demander. Donc on peut faire des petits calculs qui sont assez simples finalement. Par exemple, pour un effort d'épargne de 400 € par mois. Donc l'effort d'épargne, c'est la différence entre la mensualité, les charges et les loyers que vous allez toucher. Et la déduction aussi fiscale. Donc pour 400 € par mois, si vous empruntez sur 20 ans en Pinel, vous allez pouvoir déduire 4 000 € d'impôts chaque année. Voilà. En revanche, si vous faites un investissement sur 25 ans, là, vous ne pourrez pas emprunter 200 000, mais plutôt 300 000 €. Et du coup, vous pourrez déduire 6 000 € par an. Donc, ça fait quand même une différence de 18 000 € sur 9 ans. Donc, voilà, il faut partir de votre effort d'épargne, savoir combien vous pouvez mettre chaque mois dans cet investissement. Et ensuite, on pourra vous calculer la déduction d'intérêt et la déduction d'impôt. Je veux dire, mais on voit que ça va quand même aller très vite et que plus la durée est longue et plus on va pouvoir déduire. Il faut aussi, évidemment, bien choisir son bien, puisque là, on n'est pas là que pour faire un placement, pas là que pour défiscaliser, mais pour acheter quand même un bien immobilier qu'il faudra un jour revendre. Ouais. Il faudra d'abord louer c'est ça. et ensuite éventuellement revendre. Merci beaucoup Sandrine. Sandrine Alonier pour vousfinancer.com. Marie Cœur de Roy également. Bonne journée Marie. Bonne journée. Tous les jours sur l'antenne à nos côtés pour vous faire vivre cette vie immo.